Bonjour, je suis Marie-Josée Lemieux et je vous souhaite la bienvenue à Conseil en bref, votre rendez-vous mensuel pour rester informé de l'actualité municipale. Dans cet épisode, nous vous proposons un tour d'horizon des faits marquants de la séance du Conseil municipal de la ville d'Otterburn Park, tenue le 12 mai 2025. Nous entamons cet épisode avec un extrait du rapport d'activité de la mairesse, Mme Mélanie Villeneuve, qui nous fait le point sur les enjeux et projets récents de la municipalité. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être ici ce soir, vous êtes quand même en grand nombre. Il y en a qu'on a déjà vu aussi d'ailleurs à une séance plénière. Sûrement qu'il y en a beaucoup qui sont là pour des dossiers de CCU, là, d'urbanisme. Fait que on va avoir la première période de questions tout à l'heure. C'est à ce moment-là que vous pourrez les adresser vos questions. Puis sinon, on commence par un petit tour de table, rapport mensuel du conseil, suivi après ça de l'adoption de l'ordre du jour. Fait que, bien, ça, je vais vous mentionner. J'ai pris l'habitude d'essayer de raccourcir ça, là, mon rapport mensuel, là, pour vous parler de l'essentiel. Dans le fond, de mon côté, on a travaillé beaucoup sur la commission mobilité durable dans le dernier mois. On a eu une rencontre le 17, le 29. Là, le but, c'est entre autres de sortir une politique renouvelée là, de notre... donc, une politique pour venir encadrer les demandes de tout ce qui est de sécurité dans nos rues. Donc, on travaille fort avec mon collègue, M. Leroux, là, qui d'ailleurs n'est pas là ce soir. Là, on va le retrouver très bientôt. Sinon, j'avais un CA pour les fleurons. Là, je fais partie du conseil d'administration des fleurons. Donc, on avait une rencontre le 7 mai. Puis le lendemain, j'étais à un colloque de la Société québécoise des phytotechnologies. Fait que c'est un mot assez compliqué. Phytotechnologie, bien, ça vient de phyto qui est plante et technologie. Donc, dans le fond, c'est l'utilisation des plantes pour régler des problématiques environnementales. Fait que j'ai pu parler de ce qu'on a fait un petit peu chez nous, règlement de stationnement qui vient délimiter là, certaines bonnes pratiques. Puis sinon aussi des travaux de création d'un milieu humide qu'on a fait là, de notre côté. C'était un panel qui impliquait là, différents acteurs. Sinon, le 5 mai, on avait notre séance plénière. Peut-être qu'il y en a d'autres membres du conseil qui vont vouloir en parler. Une séance plénière ouverte au public. C'était notre première. Pour vous donner une petite idée, on avait 37 sujets à traiter en public, puis on en avait 5 à huis clos. Fait que ça a vraiment été une rencontre assez intéressante. Il y avait des beaux sujets, on va les revoir d'ailleurs ce soir. Autant pour ce qui est des sujets qui vont traiter les dossiers d'urbanisme, là, puis aussi un petit peu plus général là, qu'on va retrouver là, ce soir. Sinon, j'ai 2 dossiers d'importance sur lesquels je fais toujours un petit retour à chaque séance. L'école, ce soir, on a la fameuse session de terrain pour la nouvelle école dans le Patriote. On va en reparler tout à l'heure. Puis, on a aussi une autorisation de signature là, pour les terrains des Bosquets. Donc, c'est une autre étape parmi tant d'autres là, pour aller acquérir là, le boisé des Bosquets. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Je passerai le micro à M. Portelance. De son côté, la conseillère Natacha Thibault a fait part de son expérience lors de la première séance plénière tenue le 5 mai dernier. Le 5 mai, j'étais également à la séance plénière publique, la première. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre au début et puis finalement, j'ai vraiment aimé. Et j'ai été surprise justement parce que je me suis rendu compte que, on a eu vraiment une belle réponse des citoyens. Il y avait plusieurs personnes qui étaient présentes. J'ai trouvé que c'était très utile justement de pouvoir les voir afin qu'ils puissent venir mieux nous expliquer, parce que normalement, on n'a pas le droit de parole durant la séance plénière. Par contre, si on a un dossier au CCU, il est possible là, de prendre la parole si la mairesse donne la permission. Mais évidemment, puisqu'on veut recevoir les citoyens, quand c'est pertinent, c'est sûr que ce qu'on veut justement, c'est pouvoir échanger avec le citoyen. Donc, ça nous permet là, de mieux comprendre les dossiers. On peut aussi rencontrer le citoyen comme ce soir à la première période de questions. Par contre, l'avantage de pouvoir vous rencontrer justement une semaine avant, c'est que là, ça nous donne une semaine justement pour faire des vérifications, des réflexions, puis être capable de prendre une décision encore plus éclairée. Donc, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Donc, j'ai hâte à la prochaine. En réponse à l'interrogation d'un citoyen
sur la définition des critères architecturaux du style champêtre, le conseiller Jacques Portelance a apporté les précisions suivantes. Peut-être un petit commentaire. Les gens se questionnent beaucoup, effectivement, qu'est-ce qui est champêtre. Et bon, on peut y aller avec des choses très floues, là, si on prend simplement le dictionnaire, mais il y a des moyens d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus simple et qui est facile. En fait, il y a l'inventaire du patrimoine de la ville qui existe, qui détermine très localement un grand nombre de caractéristiques. Ça existe également l'inventaire du patrimoine de la MRC, qui également fait une liste complète des caractéristiques champêtres de la vallée. Et dans de nombreuses villes, vous avez exactement les mêmes choses. Fait qu'il y a des caractères qui peuvent être très précis, tu sais, comme avoir des volets, avoir des chambranles. Fait qu'il y a des éléments qui sont très précis et c'est beaucoup plus facile de prendre avec des éléments pour pouvoir déterminer est-ce que ça coche un certain nombre de cases pour pouvoir être appelé champêtre. De nouveau, le conseiller Jacques Portelance a annoncé qu'un récent plan d'implantation et d'intégration architecturale visant les maisons à valeur patrimoniale était prêt à être soumis aux instances municipales. À 3.3, c'est le procès-verbal à la séance du Conseil du patrimoine du 11 mars 2025. Je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à ajouter. Oui, si vous permettez, simplement savoir que le Conseil local du patrimoine a travaillé principalement sur un nouveau PIA pour le patrimoine, donc un plan d'intégration spécifique pour les maisons qui ont une certaine valeur patrimoniale. Donc, on s'enligne un peu avec les différentes lois du Québec. Et déjà, on a 14 PIA différents là, dans la ville pour des secteurs très précis. Mais là, pour les maisons patrimoniales, il va y avoir quelque chose qui va être spécial. Ça existe dans de nombreuses villes. Et on prend, en fait, toutes les maisons avant 1940 vont avoir certaines normes liées pour lorsque les gens vont vouloir faire des modifications. Et tout ce qui va être considéré, il y a présentement une étude par la MRC, ce qui va être considéré des bâtiments patrimoniaux, mais nouveaux, là, ils vont également avoir certaines règles. Donc, on en est rendu, le projet est terminé, il doit simplement maintenant passer mis au propre, passer devant le CCU et passer devant le Conseil. Par la suite, la conseillère Clarisse Vien a déposé un second projet de règlement modifiant le zonage afin de permettre la construction d'une école sur le terrain des Patriotes. À 5.2, c'est le dépôt du second projet de règlement pour créer une nouvelle zone pour l'école. Madame Vien? Alors, tout le monde est au courant qu'il y aura une école qui sera construite sur le terrain des Patriotes. Alors, sur ce sujet, on a réaménagé le zonage de façon à respecter les besoins de construction pour la future école. Et c'est sur ça que je présente et dépose le second projet de règlement 431-1351, modifiant le règlement de zonage actuel et permettant de donner un coefficient d'occupation du sol pour la zone HC 91. Le Conseil a ensuite adopté la tarification municipale pour l'année 2025. 2 ajustements ont été apportés, notamment en ce qui concerne les remboursements liés au camp de jour, ainsi qu'une hausse du coût des compteurs d'eau. Voici les précisions de M. Jacques Portelance. À 5.3, on a l'adoption... j'ai oublié. À 5.3, on avait l'adoption pour la tarification pour l'année 2025. Une petite modification à faire, M. Portelance? Oui, en fait, c'est 2 petites modifications qui vont avoir lieu. La première, Conseil, c'est au niveau des inscriptions au camp de jour. Donc, si une demande de remboursement, quelqu'un annule avant le 15 juin, on va donner le remboursement complet, sauf des frais de 15 $ pour remplir l'administratif. Et si c'est seulement après le 15 juin, à ce moment-là, il n'y aura pas de remboursement. Donc, on a vu des petites modifications au niveau des dates. C'est une question de gestion et naturellement de s'assurer que lorsque des gens se libèrent, bien, on puisse donner l'accès à d'autres personnes. L'autre petit changement concerne le coût des compteurs d'eau qui passe de 414 à 513. Il faut savoir que les compteurs d'eau sont maintenant obligatoires dans les nouvelles maisons, toutes nouvelles constructions. Et c'est un peu en lien avec la politique de l'eau du gouvernement. En fait, on se doit d'en faire les lectures, des analyses, et c'est lié à peu près à toutes les nouvelles subventions qui sont données. Et donc, c'est un peu cette obligation-là d'avoir des compteurs d'eau, mais ce n'est pas pour faire payer, mais c'est vraiment pour faire l'analyse de l'eau.
Et on a changé de mode de lecteur pour aller vers un mode de compteur par satellite, donc qui permet des lectures beaucoup plus rapides, plus faciles et une meilleure analyse. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit changement. Et c'est les nouveaux propriétaires qui doivent payer là, le compteur d'eau lorsque la maison est bâtie. Donc, en considérant que tous les membres du Conseil ont reçu copie du projet de règlement, en considérant que j'en ai fait mention, en considérant que la greffière a pris les dispositions nécessaires pour que le règlement soit mis à disposition du public pour consultation dès le début, je propose que le Conseil adopte le règlement 469.9, modifiant les annexes B et D du règlement, décrétant la tarification de l'année 2025 pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville. Le Conseil municipal a également autorisé la signature des documents requis pour l'acquisition de plusieurs lots situés dans le secteur des Bosquets, conformément à la promesse d'achat datée du 19 décembre 2024. À 6.1, c'est pour une autorisation de signature pour des acquisitions de lots. Donc, c'est pour procéder aux acquisitions là, des lots 3 951 857, 6 329 027 et une partie du lot 3 951 739. Donc, ça correspond là, au boisé des Bosquets, aux prix et conditions prévus dans la promesse d'achat qui était datée du 19 décembre 2024. Comme je le mentionnais là, tout à l'heure, là, on a quelques étapes encore à effectuer avant de s'emporter acquéreur. Donc, dont celui-ci, ce serait de nommer des représentants autorisés pour intervenir à l'acte de vente. Donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu que le conseil municipal autorise la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tout autre document relatif au pouvant donner effet à la vente. J'appuie. Oui, moi, si Mme bien propose, moi, je vais appuyer. Et j'aimerais juste ajouter, hey, c'est excitant, ça avance, ce dossier-là, je suis super content. Oui, merci. 99.9, je dirais. De plus, le Conseil a autorisé la récupération d'un montant provenant du reliquat d'un fonds de garantie en responsabilité civile par l'entremise de l'Union des municipalités du Québec. Madame Villeneuve explique cette démarche. À 6.2, on a une résolution pour la libération de fonds de garantie en responsabilité civile. C'est pour du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2016. Dans le fond, on a une police d'assurance qui comprend un fonds de garantie d'une valeur de 649 992 et nous, on est responsable d'une quote-part de ce fonds de garantie-là à 3,01 %. Donc, il y a un mécanisme qui fait en sorte qu'après ça, ça peut être libéré. Donc, voilà, nous, dans notre cas, on demande le reliquat 340 370,63. Et si vous êtes d'accord qu'on puisse récupérer cela, il serait proposé, et si j'ai quelqu'un pour appuyer, d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Je propose. Parfait. Merci, Mme Vien. Merci, M. Portelance. Ensuite, le Conseil a approuvé un protocole d'entente avec le Centre de services scolaires des Patriotes concernant un échange de terrain. La Ville cède un terrain pour la construction d'une nouvelle école et récupérera celui de l'école Notre-Dame II après sa démolition dans un délai de 2 ans. Madame la mairesse donne les détails de l'entente. À 6.5, c'est le protocole d'entente de cession entre le Centre de services scolaires des Patriotes et la Ville de Tobin Park. Donc, on a travaillé très fort sur ce dossier-là depuis des mois, voire des années. Donc, on a un terrain dans le secteur Les Patriotes qu'on va céder au Centre de services scolaires. En échange, à l'intérieur de cette entente-là, nous, on récupère d'ici 2 ans, suivant la construction de la nouvelle école, le terrain là, de l'école Notre-Dame II, donc le terrain qui est situé, le petit pavillon sur le chemin des Patriotes. Donc, c'est inclus dans l'entente. Là. Je peux vous en faire un petit morceau de lecture. Là. Donc, sur une période maximale de 2 ans entre la fin de la construction de la nouvelle école et le moment où l'actuelle école Notre-Dame II sera entièrement démolie. Donc, il est entendu entre la Ville et le Centre de services scolaires qu'à l'expiration du délai maximum de 2 ans suivant la construction de la nouvelle école, la démolition de l'actuelle école Notre-Dame II devra être terminée et que le terrain sur lequel
elle était érigée, soit cédée sans délai à la Ville par le Centre de services scolaires, le tout aux frais exclusifs du Centre de services scolaires. Donc, on parle d'une rétrocession. Donc, c'est un processus qui a eu lieu 2 fois au Québec, là, ce processus-là. Donc, voilà, avec tous ces mois de travail, là, de collaboration avec le Centre de services scolaires, là, on en est aujourd'hui à faire la cessation en tant que telle du terrain qui nous appartient en ce moment. Donc, je peux vous faire la lecture de la résolution telle qu'elle, considérant la volonté du Centre de services scolaires des Patriotes de se porter cessionnaire d'un terrain appartenant à la Ville afin d'y construire une nouvelle école primaire. Considérant que la Ville et le Centre de services scolaires désirent encadrer la cessation de cet immeuble au terme d'un protocole d'entente de cession d'immeuble et de convenir des modalités accessoires à la cessation de l'immeuble ciblé conjointement par la Ville et le Centre de services scolaires en prévision de la résiliation du projet de construction réalisation d'un projet de construction d'une nouvelle école primaire. Considérant que le Centre de services scolaires voudra se départir du terrain sur lequel est déjà construit le pavillon Notre-Dame II, car aucune nouvelle école ne pourra être construite sur ce terrain en raison de sa superficie. Considérant que l'entente de cessation prévoit les modalités de la cessation de l'immeuble à la Ville, où est érigée l'actuelle école Notre-Dame II, donc, il est résolu que le conseil municipal approuve le projet de protocole d'entente de cession d'immeubles à intervenir entre la Ville d'Otterburn Park et le Centre de services scolaires, lequel est annexé au présent pour faire partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal autorise la greffière ou, en son absence, l'assistante greffière à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais le proposer. Parfait. Donc, on a 2 personnes. Madame Vien, Madame Thibault. Puis j'ai oublié de mentionner aussi, là, on parle de démolition. C'est sûr que là, suite à ça, il va y avoir des décisions là, qui vont regarder là, probablement un prochain conseil. En parallèle, le Conseil a autorisé la signature d'un contrat avec la Fédération québécoise des municipalités pour renforcer la cybersécurité de la Ville. Écoutons maintenant le conseiller Jacques Portelance. À 7.1, c'est un octroi de contrat pour une fourniture de services professionnels en cybersécurité. Monsieur Portelance? Oui, en fait, comme tous les organismes publics, on est toujours à danger avec les pirates informatiques. D'ailleurs, la Ville, on a déjà vécu dans quelques années là, un piratage informatique. Donc, il faut prendre les moyens, s'assurer pour le bon fonctionnement de la Ville. Donc, en considérant que la Ville d'Otterburn Park a besoin d'être protégée à l'égard des attaques de pirates informatiques de plus en plus fréquentes, mais ne possède pas les ressources à l'interne pour répondre à cet objectif de protection, en considérant que FQM Services Coopération de Solidarité offre des services professionnels en matière de cybersécurité destinés à mettre en place une stratégie intégrée et agrégée de protection des ressources informelles et de soutien, lesquelles comprennent surveillance, détection, rémédiation des points de terminaison, une surveillance, un contrôle des boîtes de courriel messagerie, l'analyse annuelle du dark web, la mise en place d'un programme de formation et de sensibilisation aux cyberrisques. Donc, en considérant également que les services en cybersécurité offerts sont adaptés aux besoins des organisations municipales, considérant que la Ville désire retenir les services en vue de la fourniture de ces services, en considérant qu'il est opportun de la Ville de conclure un contrat avec FQM, je propose que la Ville retienne les services de FQMS relativement à la fourniture des services de sécurité, qu'à cette fin, la Ville signe un contrat avec FQMS, que Christine Ménard, directrice générale, soit autorisée à signer ce contrat avec FQMS et tout document pour devenir membre de FQMS, que Mme Marie-Pierre Labbé, chef des divisions Finances et Trésorerie, ou toute personne qui désigne soit autorisée à transmettre tous les documents ou effectuer toute formalité découlant du contrat, et que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et également qu'un exemplaire de la résolution soit transmis à la FQM. Parfait. Merci, M. Portelance. J'appuie. Merci, Mme Vien. Un amendement a également été apporté à la demande du conseiller Jacques Portelance à un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'une maison unifamiliale afin de préserver le cachet champêtre du quartier. Donc, ça serait pour un amendement? Oui, en fait, je m'explique. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que la pire erreur que j'ai faite comme conseiller municipal au premier mandat, c'était d'accepter qu'on retire le PIA dans le quartier du Patriote. Et on a vu finalement une ville, un quartier qui n'a aucun lien avec ce qui est présentement bâti. Et on a dû refaire un nouveau PIA
On a consulté la population, on a consulté le CCU, il y a eu consultation publique ici où il y avait des membres qui habitaient autour et également des membres qui habitaient le quartier du Patriote. Et un PIA a été fait avec certains critères. Et comme je disais, il y a 14 PIA, donc les critères sont toujours un peu différents. Mais dans ce cas-ci, il y a un critère qui est l'utilisation d'éléments architecturaux rappelant le caractère champêtre, tels que les marquises, galeries, les balcons, c'est nommé. Et comme je disais un petit peu tantôt à monsieur, si on veut objectivement, il existe des caractères qui ont été inscrits à même notre inventaire du patrimoine. Et c'est ce qu'on a fait tantôt pour, sur le chemin des Patriotes, qui est dans un autre PIA, mais avec des choses semblables. On a mis des conditions d'avoir des barottins et des chambranles, je crois, dans l'autre. Et je crois que également ici, en fonction de ce critère-là, parce qu'on veut garder cet aspect champêtre, c'est une volonté des citoyens de la Ville, on se doit de rajouter effectivement une condition. Et ma proposition de ma condition est celle-ci, que 2 éléments parmi les suivants soient ajoutés, soit que les fenêtres soient à barottins, que des chambranles soient installées au pourtour des fenêtres des portes, ou que des volets décoratifs soient installés sur les fenêtres avant. Donc, ça serait ma proposition d'amendement pour lequel je demanderai un vote. Très bien. Je vais juste devoir reviser comment est-ce qu'on fonctionne avec un amendement. Là, je suis plus certaine. Est-ce qu'on passe au vote sur la première? Je vais appuyer la demande de M. Portalance. Donc, vous appuyez la demande de M. Portalance. Et je vais ajouter aussi, il a mentionné par rapport au PIA le fait que les citoyens nous demandent que les critères au niveau de ce qui s'appelle champêtre soient inclus, mais c'est aussi revenu beaucoup dans le cadre de la planification stratégique aussi. Donc, c'est quelque chose qui vraiment revient souvent quand on discute avec les citoyens, quand on consulte avec les citoyens. Donc, on doit tenir compte. Très bien, merci, M. Girard. À ce moment-là, on voterait sur la proposition d'amendement. Donc, la résolution telle qu'elle vous a été présentée, en plus de l'amendement, donc ça serait conditionnel aux éléments qui ont été nommés par M. Portelance. Donc, on va voter pour l'amendement et ensuite de ça, la proposition? OK, parfait. Donc, dans le fond, on voterait pour l'amendement. Là, M. Portelance. Donc, je vote pour cet amendement. Parfait, merci. M. Turcotte. Je vais voter pour. Pour l'amendement. Je vote pour. Pour. Je vais voter pour. Pour. Madame Vien. Parfait. Donc, là, on a une proposition amendée. Et à ce moment-là, on aurait besoin d'un proposeur ou un appuyeur. On assume que ce sont les personnes qui ont déjà proposé et appuyé. Parfait. Fait que c'est fait. Je tiens à remercier mes confrères. Parfait. Merci, M. Portelance. La Ville d'Otterburn Park souhaite par ailleurs favoriser l'inclusion des enfants à besoins particuliers dans ses camps de jour. La conseillère Natacha Thibault résume cette initiative. Oui, donc la Ville d'Otterburn Park reconnaît l'importance de l'inclusion des enfants à besoins particuliers là, dans les programmes de camps de jour municipaux. Donc, il y a eu une entente là, de collaboration entre les centres intégrés de santé et de services sociaux de la Montérégie. Donc, c'est le CISMC, CISMO. Donc, le Centre de services scolaires des Patriotes, la zone loisirs Montérégie et les municipalités là, participantes, dans le fond, visent à uniformiser l'offre des services spécifiques pour ces enfants et favoriser leur inclusion, donc pour que le plus d'enfants possible là, puissent avoir du plaisir cet été. Cette entente permet de définir les rôles et responsabilités des partenaires impliqués avant, pendant et après là, les camps de jour, ainsi que les mécanismes de communication nécessaires à sa mise en œuvre. Donc, la Ville s'engage à promouvoir, organiser et planifier un programme d'accompagnement destiné aux enfants à besoins particuliers en veillant à l'accessibilité des installations et des activités, ainsi qu'à la formation d'un personnel qualifié et bienveillant pour assurer un accompagnement là, adapté et inclusif. Donc, je propose que le conseil municipal adopte l'entente de collaboration là, visant l'inclusion des enfants à besoins particuliers dans les programmes de camps de jour municipaux, tels que présenté là, dans le document qui est intitulé « Projet entente de camp de jour », qu'elle autorise la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence l'assistante greffière à signer l'entente.
qu'elle désigne la direction du service des loisirs, culture et communauté comme responsable de la mise en œuvre de l'entente de collaboration et de la coordination là, avec les partenaires impliqués. Elle s'engage également à respecter les rôles et responsabilités définis dans l'entente, notamment en ce qui concerne la promotion, l'organisation, la planification, l'accessibilité, la formation du personnel, l'inclusion et la sécurité des enfants là, à besoins particuliers. Et elle s'engage finalement à participer aux rencontres de bilan d'amélioration continue de l'entente et cela en collaboration avec les partenaires intersectoriels. Merci, Mme Thibault. Je l'appuie. Merci, M. Girard. De plus, la Ville a reçu une demande de partenariat pour un événement musical de type pique-nique électronique qui aura lieu le 12 juillet 2025 au Parc de la Pointe-Valaine. Voici les détails partagés par Mme Natacha Thibault. Oui, donc, il va se passer quelque chose d'assez intéressant cet été dans notre ville. Donc, il y a eu une demande de partenariat qui a été faite à la Ville pour un événement qui s'appellerait O-Fest 2025. Donc, la Ville souhaite signer une entente là, avec l'organisateur de l'événement. Ça a été également là, recommandé par le chef de division Loisirs, Culture et Communauté. Donc, je propose que le conseil municipal autorise le déroulement de l'événement O-Fest 2025 au Parc de la Pointe-Valaine. Donc, cela va avoir lieu le 12 juillet 2025. Le conseil municipal octroie un montant de 2 500 $ aux organisateurs de l'événement O-Fest 2025 à titre d'aide financière pour la tenue de l'événement. Les fonds nécessaires là, au paiement de cette dépense seront puisés à même le poste budgétaire 02 701 20 959 loisirs aide financière. Donc, c'est un événement un peu comme le chaufferette ou un pique-nique électronique, en fait. Ce sera là, un événement de musique assez chouette dans notre ville. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du 12 mai 2025 de Conseil en bref, une présentation de TVR9. D'ici la prochaine séance, restez informés et continuez à vous intéresser à la vie municipale.